Comme j'ai dit, il n'y a pas une définition unique de la responsabilité sociale de l'entreprise. On va le voir tout de suite. Si tu veux peut-être changer la diapo, Camille. 2 petites secondes, je suis en train d'essayer de passer la diapositive. Voilà. Super, merci infiniment. Donc, comme je l'ai dit, il y a vraiment toutes sortes de définitions de la RSE. Vous avez nommé plein de bons éléments. Donc, il y a la dimension sociale, la dimension environnementale, il y a cette idée d'amélioration continue, du fait que c'est transversal. J'ai bien aimé aussi au début le mot conscience. Donc, la définition qu'on adopte, qu'on vous propose aujourd'hui, c'est celle de la BDC, qui est la responsabilité sociale d'entreprise, donc la RSE. On dit aussi RSO pour responsabilité sociale des organisations. C'est l'engagement de l'entreprise en vertu duquel elle gère les effets socio-environnementaux et économiques, donc les 3 dimensions du développement durable, de ses activités de façon responsable et conforme aux attentes du public. Je m'excuse, Luce. OK. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. S'il vous plaît, juste vous assurer que c'est fermé. Oui, Merci beaucoup. et peut-être de valider, Luce, si vous avez une paire d'écouteurs à vos côtés, mais moi, tous les micros sont fermés de mon côté. Donc, j'invite à tout le monde de s'assurer que le micro est bien fermé afin qu'il n'y ait pas d'écho pour Luce. Merci. Merci beaucoup. Je pense que ça va mieux maintenant. Super. Donc, on peut peut-être poursuivre, Camille. Donc, la pyramide que vous voyez là, c'est vraiment, nous, un outil qu'on utilise beaucoup chez Credo, dans le fond, pour avoir une idée de la progression pour aller toujours vers plus d'impact social. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment, c'est ce qui est un petit peu en deuxième couche de la pyramide. Donc, ça peut souvent commencer, surtout pour les plus grosses organisations avec des actions philanthropiques, donc un programme d'investissement communautaire, des dons ou une fondation. Et les pratiques responsables, donc dans lequel se trouve finalement la RSE, c'est vraiment l'organisation qui va adopter un programme, des outils, une approche pour prendre en compte ses responsabilités au niveau de son organisation. Et ça inclut ses parties prenantes pour mettre vraiment en place des pratiques qui instaurent une démarche de responsabilisation. On peut poursuivre. Évidemment, à l'heure actuelle, on est vraiment dans un contexte qu'on dit en anglais VUCA, donc volatile, incertain, qui va être forgé par évidemment la pandémie, tout ce qu'on appelle JEDI, donc justice environnementale, équité, diversité, inclusion, l'attraction et la rétention des talents, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, c'est quelque chose qui est vraiment important. Plein d'éléments, dans le fond, qui peuvent être des sources de résilience si on adopte des pratiques intégrées en responsabilité sociale. Donc, c'est quelque chose au niveau de créer, dans le fond, une éthique commune qui peut être quelque chose de très mobilisant, à la fois pour les talents, pour les parties prenantes externes et qui peut contribuer à la transition socio-écologique. Donc, on peut poursuivre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en contexte de pandémie, la responsabilité des entreprises prend encore plus de sens parce que, dans le fond, comme on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre et de plein de différentes difficultés qui ont été exacerbées par la pandémie, ce qu'on peut voir, dans le fond, c'est qu'il y a 55% des entrepreneurs qui ont de la difficulté à recruter, puis 26% qui ont de la difficulté à fidéliser leurs employés. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez majeur. Puis, selon un sondage de Porter Novelli qui date de l'année passée, parmi les employés sondés qui travaillent dans des organisations ayant une culture d'entreprise socialement responsable, 92% auraient tendance à recommander leur employeur à d'autres et 89%, donc c'est une immense majorité, qui se disent plus loyaux et plus motivés par le travail. Donc, on voit que c'est vraiment un élément qui peut vraiment faire une différence dans un contexte où est-ce que les choses sont très complexes et où ça devient de plus en plus difficile de tirer son épingle du jeu.
Évidemment, les PME ont toutes sortes de caractéristiques dont certaines peuvent vraiment les aider à intégrer la responsabilité sociale. Donc, normalement, les PME sont plus petites, donc sont un peu plus souples et adaptables, donc sont plus agiles pour répondre un peu plus rapidement, être un peu plus réactives aux besoins du marché. Donc, les PME, normalement aussi, sont beaucoup plus créatives et innovantes, cherchent toujours à améliorer leur processus, leur approche, leur positionnement sur le marché, leurs produits. Et il y a souvent aussi moins de bureaucratie, donc moins de niveaux normalement administratifs. Donc, c'est plus facile d'intégrer et de répandre le message de la responsabilité sociale dans l'organisation. Et ensuite, souvent, la caractéristique des entrepreneurs, c'est qu'elles et ils peuvent avoir des motivations intrinsèques à intégrer la responsabilité sociale. Dans un sondage que Credo a diffusé sur ses réseaux sociaux, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est un sondage qui est qui est le début finalement, qui pave la voie à un rapport sur la perception des PME québécoises par rapport à la responsabilité sociale. 88% des PME québécoises sont préoccupées par leur impact social et environnemental. Et en plus, au niveau plus spécifiquement, je sais qu'on est dans une audience mixte, mais je pense qu'on est une grande majorité de femmes ici. Donc, au niveau des intérêts qui animent spécifiquement les femmes entrepreneurs, 30% veulent apporter une contribution positive à la société et 64% veulent être autonomes, donc être leur propre patronne, et 59% cherchent à réaliser leur passion et à développer leur épanouissement personnel. Donc ça, c'est toutes des dimensions qui peuvent faire que justement la responsabilité sociale peut être peut-être un peu plus facilement intégrée dans ces organisations-là. Dans un contexte de presque post-pandémie, la résilience organisationnelle, c'est quelque chose qui est vraiment incroyablement important. Je pense qu'on le voit au plan personnel avec la façon dont on a dû s'adapter de façon souvent très rapide à des nouvelles conditions de travail, des nouvelles conditions socio-économiques. Mais c'est quelque chose qui a été balisé par la grande agence McKinsey, qui a balisé dans le fond 6 catégories dans lesquelles les entreprises doivent se former et s'adapter. Et là, on va plonger un petit peu plus dans la dimension organisationnelle. Dans le fond, l'idée, c'est d'alimenter une culture qui est saine, inclusive, où tout le monde se sent supporté et inclus, ce qui veut dire offrir, par exemple, de la formation en continu, etc. Et dans la prochaine plutôt diapo, on va y plonger un petit peu plus. Donc, dans le fond, c'est vraiment, la responsabilité, c'est vraiment une source de résilience organisationnelle. L'idée, dans le fond, c'est que la RSE, ça soit pas quelque chose qui soit un petit peu comme un timbre vert qu'on met à la surface, mais que ça plonge vraiment au cœur de l'entreprise. Puis l'idée, dans le fond, c'est qu'on veut inclure le plus de parties prenantes internes et externes possible dans ce grand dialogue-là. Ça peut aller jusqu'à l'ensemble de la population, dépendamment de nos activités et de nos produits. Puis l'idée, dans le fond, c'est d'essayer de co-concevoir et de co-définir des valeurs partagées qui vont être claires autant à l'interne qu'à l'externe. Puis l'idée, dans le fond, c'est d'avoir ce sentiment qu'on fait partie de la société, qu'on partage des valeurs en commun et c'est quelque chose qui, sans grande surprise, va pouvoir attirer, retenir des talents et qui va, dans une boucle vertueuse, contribuer toujours plus à la résilience de l'organisation. Avant de passer à la prochaine section, je vous invite encore une fois, comme Jean l'a mentionné au début, à noter vos questions. On va pouvoir y revenir un petit peu vers la fin. Donc là, on va vraiment rentrer dans les grands cadres, les principes et les référentiels à suivre. Évidemment, comme on n'a pas nécessairement énormément de temps ensemble aujourd'hui, il y a bien d'autres cadres, en fait, qu'on a pensé sélectionner. Mais aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de focusser sur quelques-uns qui sont à la fois au niveau international et qui sont des approches au niveau local. Certains sont plus ou moins applicables selon la taille de votre entreprise, mais dans tous les cas, ce qu'on voulait, c'était vraiment de vous présenter des démarches qui sont structurantes,
qui sont légitimes et que vous pouvez vous approprier si vous avez l'intention d'intégrer certains de ces outils-là dans vos organisations. Donc, on va parler plus spécifiquement des ODD, de ISO 26000 et BNQ 21000, des Science-Based Targets qui viennent de sortir en fait dans les derniers jours et du GRI. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc, les objectifs de développement durable sont au nombre de 17 avec 169 cibles qui relient à la fois les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et les enjeux économiques. La réalisation, ça passe vraiment par l'adaptation de ces cibles-là à la réalité locale. Donc, tous les pays, parce que c'est un cadre qui a été développé par les Nations unies, évidemment, c'est quelque chose qui est très large, qui a une portée globale pour tous les pays, autant au nord qu'au sud, mais vraiment, ça passe par la mise en œuvre locale des ODD. Ce qu'il faut comprendre aussi, parce qu'on commence à avoir un petit peu des initiatives sur les ODD. Je pense qu'on commence à voir aussi certains logos de certains des objectifs dans certaines communications, c'est que c'est vraiment des objectifs qui sont universels, mais aussi qui sont transversaux. Ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que de faire ce qu'on appelle du cherry picking d'ODD, de se dire « Ah, moi, j'adhère à tel ODD ou à tel ODD », ça peut être intéressant pour dire sur quoi on focus, mais on doit en fait essayer de prendre les 17 ODD de façon holistique pour éviter notamment d'avoir des transferts d'impact négatifs. Et l'idée vraiment derrière les ODD, c'est qu'ils soient aussi transformatifs. Donc, que ce soit pas simplement une façon de communiquer, mais que ce soit vraiment une façon très claire et opérationnelle de lutter contre la pauvreté, contre le changement climatique, puis d'essayer d'avoir un nouveau modèle de société, tant au niveau de la consommation que de la production, donc tant au niveau du citoyen ou du consommateur que des entreprises. Donc, un petit peu plus proche de nous, un peu plus opérationnel, ce sont deux cadres, ISO 26000 et le BNQ 21000. Donc, ISO 26000, c'est vraiment un cadre très largement négocié qui est issu d'un consensus international de plus de 500 experts. Ça fait, je pense que ça fait certainement au-dessus de 10 ans, même de 15 ans que ISO 26000 existe. Le gros avantage d'ISO 26000, c'est que c'est vraiment une norme qui est faite donc par l'organisme international de normalisation ISO. Par contre, ce n'est pas une norme de certification, c'est vraiment une norme qui permet de se structurer dans une approche de responsabilité sociale. Puis l'idée, dans le fond, c'est d'avoir vraiment une approche holistique, puis ça incite à aller bien au-delà des normes réglementaires et d'aller vraiment vers l'identification et la transparence des impacts matériaux. Donc, un impact matériel, ce que ça veut dire, c'est un impact qui est vraiment au cœur de nos activités et non pas quelque chose qui est à la marge, et d'aller vraiment aussi beaucoup vers le dialogue avec les parties prenantes. BNQ 21000, c'est une approche qui a été inspirée de ISO 26000, qui a été adaptée par le Québec pour le Québec. Donc, c'est évidemment normé par le Bureau de normalisation du Québec. Ça a été développé par, à l'époque, le ministère de Développement économique, de l'innovation et de l'exportation, qui est maintenant le MEI. Et l'idée, dans le fond, c'est d'adopter une démarche qui tient en compte les grands principes de la loi sur le développement durable. Donc, l'idée, c'est d'aider les entreprises à avoir une réflexion initiale, de faciliter des choix stratégiques parmi les 21 enjeux qui sont proposés, de fournir des éléments très opérationnels pour intégrer la gestion, puis d'avoir une culture de changement. Puis, ça fournit des éléments de dialogue communs à partir desquels on peut fonder des démarches concrètes. Donc, on va passer maintenant à deux autres instruments. Donc, le GRI, qui est vraiment un instrument basé sur, en fait, une intention de faire de la reddition de comptes, donc ce qu'on appelle en anglais du reporting. C'est pour ça que le nom, c'est le Global Reporting Initiative. Les principes et les standards généraux s'appliquent vraiment à toutes les organisations. Évidemment, l'idée, c'est de communiquer sur ces impacts économiques, environnementaux et ou sociaux. Donc, les trois sphères du développement durable. L'idée aussi, c'est que cette norme, ça s'applique à une organisation qui a l'intention de préparer un rapport, ce qui implique qu'il y a des pratiques
évidemment, qui ont déjà été implantés. Puis, dans le fond, de communiquer vraiment sur ses impacts, indépendamment de sa taille, de son secteur et de sa zone géographique. Le SBTI, donc le Science-Based Target Initiative, c'est quelque chose qui est un petit peu plus large et qui est en fait en amont du GRI. Donc, l'idée derrière le SBTI, c'est de vraiment s'aligner sur l'accord de Paris au niveau de la mitigation des émissions de GES des 3 scopes, donc scope 1, scope 2 et scope 3. Et les données, dans le fond, qui sont communiquées au SBTI doivent vraiment faire l'objet d'un engagement. Donc, il y a 5 étapes au SBTI. L'idée, dans le fond, c'est de soumettre un objectif à l'organisme qui s'occupe du SBTI pour une validation officielle. Ensuite, communiquer, donc annoncer l'objectif aux parties prenantes. Et ensuite, l'idée, dans le fond, c'est de travailler sur comment on va atteindre cet objectif-là. Puis, ce qui est intéressant aussi du SBTI au niveau des avantages, c'est que 79% des entreprises qui ont basé leur objectif de réduction sur la science ont vu leur réputation vraiment améliorée. Ils ont vraiment vu un impact positif, significatif sur leur réputation publique. Donc, encore une fois, avant de passer à la prochaine section, je vous invite à prendre en note vos questions. Pour la 4e partie, on va parler évidemment de ce qu'on connaît quand même assez bien chez Credo, qui est le mouvement B Corp, ainsi que d'autres outils clés en main. Donc là, on est vraiment en train d'aller dans l'entonnoir un petit peu plus précisément dans des outils un peu plus clés en main et concrets. Donc, le mouvement B Corp pour Benefit Corporation, c'est un mouvement international pour les organisations privées qui veulent bénéficier à la société. L'idée, c'est d'avoir 3 facteurs, il y a 3 facteurs composants pour toutes les entreprises qui sont certifiées et je peux vous assurer parce qu'on l'a vécu récemment chez Credo, c'est une certification qui est très serrée, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de temps, ça demande d'avoir vraiment des pratiques très, très, très intégrées dans l'entreprise. Puis l'idée, dans le fond, pour les entreprises certifiées, c'est d'avoir un niveau élevé de performance sociale et environnementale, d'avoir une transparence et d'être redevable à toutes ces parties prenantes. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur B Corp, on serait vraiment ravis de vous en parler. Mais en gros, B Corp, il y a vraiment 5 piliers où l'entreprise peut agir. Donc, au niveau de la gouvernance, au niveau des collaborateurs, collaboratrices, de la collectivité, de l'environnement dans son ensemble et des clients. Puis, dans le fond, B Corp, c'est vraiment un guide de bonnes pratiques à suivre. Et la plateforme en ligne qu'on appelle affectueusement le BIA est accessible gratuitement. Le questionnaire est vraiment dynamique, puis ça s'adapte vraiment à vos réponses. Donc, c'est vraiment pas des cases à cocher, c'est vraiment un questionnaire qui est vraiment dynamique et qui s'adapte vraiment au contexte et au secteur de votre entreprise. Puis ça donne, surtout ce qui est intéressant, c'est que ça donne vraiment des pistes concrètes. Ce qui est intéressant aussi avec B Corp, c'est qu'il y a toutes sortes d'organisations qui sont vraiment dans tous les secteurs, autant au niveau de l'alimentation que des produits, que des services. Puis on s'est dit que ça serait intéressant de peut-être mentionner 3 exemples de B Corp québécoises. Il y en a beaucoup, mais peut-être 3 qui est intéressant de noter. Donc, la compagnie Oneka, que vous connaissez d'ailleurs peut-être déjà, qui sont des produits naturels pour le corps. C'est une entreprise familiale d'un peu plus que 20 employés. Les plantes viennent de leur propre ferme, sont biologiques et les produits sont évidemment locaux et biodégradables. Les 2 entrepreneurs agricoles sont vraiment dédiés à la terre, puis leur vision, c'est d'offrir des produits de soins pour le corps et le visage issus de leur ferme, qui est également en permaculture. Et c'est vraiment cette vision-là qui a modelé leur modèle d'affaires. Gsoft, c'est une entreprise de services, donc de conception de logiciels. Si vous allez sur leur site, qui est assez extraordinaire, vous allez voir que il y a autant un regard sur les produits
que sur pourquoi les gens devraient travailler chez GSoft. Donc, c'est vraiment super intéressant. L'idée, dans le fond, de GSoft, c'est que ils veulent faire des logiciels plus simples et plus humains. Donc, vraiment, c'est au cœur de leur modèle d'affaires, vraiment de leur raison d'être. D'ailleurs, nous, on utilise certains de leurs produits, dont un, c'est Office Vibe, qui est vraiment intéressant si vous voulez faire des sondages au niveau de comment les gens se sentent dans votre entreprise. Office Vibe, c'est vraiment un très, très bon logiciel. Donc, c'est une entreprise québécoise qui a commencé en 2006. Maintenant, il y a un peu plus que 300 employés. Ils ont 10 000 clients dans 110 pays. Donc, c'est une entreprise aussi avec qui est vraiment bien implantée à l'international. Et vraiment, ce qui fait sa distinction, c'est que le bien-être des employés, c'est vraiment sa première priorité. Rose Bouddha, que vous connaissez peut-être, moi, j'ai vécu toute la pandémie dans mes vêtements Rose Bouddha, donc je les connais vraiment bien. C'est des vêtements éco-responsables et éthiques qui, notamment dans certains de leurs produits, notamment les leggings, c'est fabriqué avec des bouteilles de plastique recyclées. L'innovation durable au féminin, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui représente bien Rose Bouddha. Comme philosophie, ils ont vraiment les principes donc de l'économie circulaire avec le recyclage des bouteilles. Ils ont une production locale. Tout est fait soit en Beauce, soit à Montréal. Puis, il y a certains vêtements qui sont composés évidemment de fibres naturelles et biologiques. Puis, c'est un modèle d'affaires zéro déchet. Puis, ils ont aussi développé parallèlement une plateforme de bien-être. Donc, c'est quelque chose qui peut faire assez bien le tour de tout le range des entreprises B Corp qui existent. Ce qui est intéressant aussi avec B Corp, c'est qu'à l'intérieur même du BIA, vous avez le module qui s'appelle le SDG Action Manager. Donc, tantôt, quand on parlait des ODD, qui était un cadre quand même assez large, international, global, on peut avoir un petit peu de difficulté à voir comment ça peut s'appliquer à notre secteur ou notre organisation. Bien, B Corp a réfléchi à ça avec le Pacte mondial des Nations unies au sein du B-Lab qui fait partie du mouvement B Corp. Donc, ce qui est intéressant avec le SDG Action Manager, c'est que c'est basé sur 17 modules qui représentent une espèce de base de référence requise pour les 17 objectifs de développement durable. Donc, chaque module comprend des indicateurs qui sont liés aux meilleures pratiques pour contribuer aux ODD avec des questions à la fois sur le modèle commercial, l'approvisionnement, les opérations, l'action collective, le risque d'impact négatif. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très complet, assez facile aussi à utiliser. Puis, on peut, sur demande aussi, vous fournir, on a plein de liens sur comment utiliser le SDG Action Manager. Ensuite, on revient un petit peu à notre sujet plus global qui est la responsabilité sociale des entreprises. Donc, encore une fois, dans le fameux sondage dont on vous a parlé tantôt, qui est un petit peu la prémisse au rapport sur la perception, l'auto-perception des PME québécoises par rapport à la RSE. Je vous mets en primeur ici, donc les résultats d'un sondage qui va se trouver vraiment dans le rapport, c'est que dans le fond, on a demandé aux PME, c'était quoi les leviers d'action dont ils et elles avaient besoin pour mieux intégrer la RSE dans leurs organisations. Puis évidemment, ben, sans grande surprise, c'est le soutien financier, mais aussi il y a l'allocation de ressources humaines qui correspond beaucoup quand même à une limite pour l'atteinte de leurs objectifs RSE. Ensuite, on a l'adoption des pratiques de la part des compétiteurs, donc d'avoir vraiment un marché qui est un petit peu plus propice à la RSE. Et vous allez avoir plein d'autres données aussi dans ce rapport-là qui va sortir au mois de décembre. On a voulu aussi, parce que vous êtes des entreprises et que vous avez besoin de beaucoup de pragmatique et de concret, on a voulu vous pointer aussi vers différentes sources à la fois de financement ou des outils qui sont très concrets
pour atteindre ses objectifs de RSE. Donc, il y a le Fonds Éco-Leader, qui est une ressource clé en main pour supporter le développement de vos projets éco-responsables. Donc, c'est pas seulement un programme de financement, mais c'est aussi et surtout, je dirais, un réseau d'agents pour guider. Et il y a beaucoup d'outils qui sont à la disposition des agents éco-leaders. Puis, le programme de financement se divise en 2 volets. Si tu veux peut-être juste revenir, Camille, merci. Donc, il y a le volet entreprise qui vise vraiment à concrétiser des projets d'entreprise individuels et il y a le volet cohorte d'entreprise qui vise à concrétiser des projets regroupant plusieurs entreprises. Donc, ça peut être intéressant si vous avez un projet qui est vraiment plus au niveau sectoriel de faire appel au volet 2 et je vous invite à aller voir leur site web et surtout à contacter votre agent ou agente éco-leader local. Ensuite, on a aussi, si on passe à la prochaine diapo, on a des initiatives locales comme PME sobre en carbone que vous connaissez peut-être. Donc, PME sobre en carbone, c'est le fruit de la collaboration entre Québec Net Positif et le groupe Conseil Carbone. Puis l'idée, dans le fond, là-dedans, c'est d'outiller les PME québécoises à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a plein d'ateliers en ce moment qui sont donnés sur différents sujets. Le plus récent, c'était sur la finance responsable. Puis l'idée, dans le fond, c'est de renforcer les compétences des entrepreneurs, des gestionnaires et des acteurs socio-économiques en lien avec les PME sur les questions de la transition bas carbone. Donc ça, c'est vraiment si votre focus est un petit peu plus au plan environnemental. Puis, dans le fond, puis le Fonds Éco-Leader peut financer une partie des activités reliées à PME sobre en carbone jusqu'à 75%. Et dans le fond, l'idée, si on passe à la prochaine diapo, c'est d'aller regarder 9 aspects essentiels d'une PME, donc les objectifs, les investissements matériels, immatériels, l'équipe de la direction, la performance des produits, les clients, les fournisseurs, l'engagement public et le modèle d'affaires. Donc, c'est quelque chose qui est très complet. C'est basé d'ailleurs sur une approche qui a été conçue en France par l'ADEME et qui a été adaptée pour le Québec, donc par Québec Net Positif et CCG. Donc, je pense que c'est important aussi de réaliser que dans le monde des entrepreneurs et des PME, ben c'est pas tout le monde qui est blanc et qui est privilégié. Puis je pense que l'idée, c'est aussi d'avoir des programmes et de s'intéresser dans une perspective équité, diversité, inclusion à différentes façons dont l'entrepreneuriat peut se présenter. Puis par rapport à ça, il y a un programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires qui s'appelle FACE, qui est vraiment très intéressant parce que c'est des prêts, ça peut être des petits prêts, donc à peu près de 10 000 $, mais ça peut aller jusqu'à 250 000 $. Puis, c'est vraiment important aussi de penser qu'au niveau des entrepreneurs issus de ce qu'on appelle issus de la diversité, ils ont eu beaucoup plus d'impact négatif pendant la pandémie, sans grande surprise. Puis, dans un sondage national, il y a 53% des entrepreneurs qui ont dû faire face à une charge supplémentaire, par exemple, par rapport à la garde des enfants contre 12% des entrepreneurs hommes. 50% des répondants qui issus des minorités ont indiqué une baisse de 10 à 20% de leurs revenus, contre seulement 22% des petites entreprises, des entrepreneurs globalement au Canada. Bref, il y a énormément d'impact et donc le programme FACE, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si ce programme s'adresse à vous, ça vaut la peine d'aller prendre un petit peu plus de détails. Encore une fois, on change de section, donc prenez bien en note vos questions. Là, on va parler un petit peu plus de l'impact, donc un peu plus haut dans la pyramide. Évidemment, on a parlé tantôt des pratiques responsables, mais l'idée, dans le fond, c'est qu'éventuellement, on veut vouloir faire progresser ces valeurs-là, ces pratiques-là pour aller jusqu'à la raison d'être. Et la raison d'être, c'est vraiment la mission et la vision de l'entreprise même et sont vraiment incarnées
dans la raison d'être même. Donc, c'est vraiment l'entreprise est basée sur régler un problème ou un enjeu social. Puis l'idée, c'est aussi que l'impact soit au cœur des décisions et donc que toute la gouvernance, donc la haute direction, mais aussi le conseil d'administration, soit vraiment basée sur que l'impact finalement soit relié au succès de l'entreprise. Mais qu'est-ce que l'impact? C'est une question qui est très légitime parce qu'on parle beaucoup d'impact, mais on ne sait pas toujours exactement de quoi on parle. Donc, un impact, ce sont des changements intentionnels, positifs, durables et mesurables sur le mieux-être des parties prenantes de la société au sens large et des écosystèmes naturels engendrés par une activité et attribuable à celle-ci. Puis le mot attribuable, c'est vraiment quelque chose de super important parce que souvent, on peut avoir l'impression qu'on a un impact, mais est-ce que cet impact-là nous est entièrement ou en partie attribuable? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important, surtout quand on veut commencer des démarches d'impact. Ce qui est important, c'est de savoir c'est quoi notre rôle d'impact, c'est quoi la voie d'impact qu'on peut suivre et surtout, comment est-ce qu'on peut avoir une théorie du changement qui nous amène vers un impact long terme attribuable. L'impact, c'est vraiment au cœur de 3 dimensions, donc les besoins sociaux qui sont balisés par la littérature ou qui ont été exprimés par différentes parties prenantes, les capacités et les forces mêmes de l'organisation et les priorités de l'organisation. Et donc, le sweet spot, c'est vraiment au milieu, au centre de ces 3 dimensions-là. Et pourquoi c'est important de définir son intention d'impact? Parce que autant l'attribution de l'impact, c'est important, autant l'intentionnalité de l'impact, c'est quelque chose de vraiment crucial parce que ça nous permet de mieux cibler la valeur qu'on génère et d'augmenter son impact éventuellement. Ça clarifie aussi le changement social qu'on veut voir dans le monde et ça identifie des objectifs. On a une imputabilité claire parce que quand on a une voie d'impact avec une théorie du changement, non seulement c'est attribuable, mais on est imputable de ce changement-là. L'idée aussi, c'est de mieux se connaître en tant qu'organisation, mais aussi au sein de son écosystème. Parce que c'est pas parce qu'on veut avoir un impact positif que la façon dont on l'aborde est nécessairement la bonne, qu'on peut peut-être le faire en collaboration avec d'autres acteurs de l'écosystème. Puis l'idée, dans le fond, c'est d'avoir une meilleure mobilisation et je dirais une mobilisation plus focusée de ces efforts. Pour peut-être un petit peu vous donner des exemples à l'impact social et environnemental, on a choisi 2 entreprises. En fait, une entreprise et une organisation, une OBNL. Donc, dans le premier cas, Ecolofarm, c'est une entreprise, dans le fond, son plus gros enjeu, c'est le plastique et les impacts du plastique. Donc, dans le fond, l'idée d'Ecolofarm, c'est d'avoir une fabrication de contenants éco-responsables dans le domaine pharmaceutique. Il y a à peu près 79% du plastique mondial qui est rejeté dans les centres d'enfouissement ou dans l'environnement versus à peu près 9% qui est recyclé. Donc, on est très, très loin d'être dans une économie circulaire. Puis, dans le fond, il y a eu une explosion de la demande pendant la pandémie. Et donc, cette entreprise-là qui opère à Chambly a un modèle d'affaires qui fait que le choix de la matière première, le design, la fabrication, jusqu'à la distribution sont vraiment pensés pour avoir moins d'impact néfaste sur l'environnement. Et vous voyez vraiment des chiffres à droite, donc 250 tonnes de plastique évité, 41 tonnes de carton sauvé, etc., etc. Vous pouvez évidemment avoir un peu plus d'informations sur leur site web. L'étude de cas, la deuxième étude de cas, c'est un client de Credo, donc le Breakfast Club of Canada. J'imagine que vous devez connaître en français le Club des petits déjeuners. Donc, le Club des petits déjeuners est vraiment très, très en haut dans la pyramide de l'impact parce que vraiment leur raison d'être, c'est de s'engager envers un enjeu social qui est de fournir, dans le fond, un petit déjeuner à tous les enfants canadiens, c'est leur ambition. L'idée, dans le fond, c'est que c'est un programme de petit déjeuner qui mobilise toute une série de parties prenantes, donc ce qu'on appelle les équipes écoles, le gouvernement, différentes agences gouvernementales et paragouvernementales, des entreprises et des personnes représentantes des communautés. Donc, c'est vraiment un gros écosystème
ayant pour objectif d'adresser l'insécurité alimentaire et donc aussi d'avoir un impact sur la persévérance scolaire. Puis, l'idée, dans le fond, c'est que il y a vraiment plusieurs services qui sont adaptés aux différents besoins locaux. Et le rôle du BCC, c'est vraiment de soutenir les capacités de tous les intervenants à fournir des petits déjeuners aux enfants canadiens. Et on voit qu'il y a quand même des impacts significatifs. Donc, il y a pas loin de 700 000 enfants qui sont touchés au Canada dans un peu plus que 3000 établissements. Il y a plus de 40 millions de petits déjeuners qui sont servis, donc 5 millions à des populations autochtones. Et on a beaucoup plus que la moitié des parents sondés qui sont beaucoup moins inquiets de la nutrition de leurs enfants de par les actions du Club des petits déjeuners. Donc, on va synthétiser un tout petit peu avant de passer ensuite à la prochaine section où est-ce qu'on va être un petit peu plus dans un mode dialogue. Donc, en gros, les PME, les entrepreneurs sont vraiment en bonne posture pour intégrer des pratiques socialement responsables. Les grands cadres et les grands principes existent, de même que des outils et des approches un peu plus pragmatiques d'intégration de la RSE dans votre organisation. Il y a beaucoup d'exemples, on en a mentionné quelques-uns là, mais il y a énormément d'exemples d'entreprises qui sont inspirantes, qui ont intégré des pratiques de façon souvent innovante et créative. Peut-être certaines que vous connaissez qui sont dans votre écosystème duquel vous pouvez vous inspirer ou avec lesquels vous pouvez avoir des conversations. Puis, définir et mesurer son impact, c'est une dimension qui est nécessaire si un jour on veut aller au-delà de la RSE ou si encore on veut devenir une entreprise à impact. Donc, on va s'ouvrir maintenant sur une session de réflexion collective, à commencer par un sondage. Donc, justement, pour creuser un petit peu plus sur comment est-ce qu'on pourrait intégrer la RSE dans nos organisations, la question qu'on aimerait vous poser, c'est quoi les freins qui vous empêcheraient d'introduire plus d'impact dans votre entreprise? Donc, on va se focusser tantôt sur les leviers, mais pour l'instant, on voudrait avoir une idée des freins qui vraiment, là, qui peuvent vous empêcher d'introduire la RSE. Donc, vous pouvez y aller, encore une fois, soit en scannant le code QR ou peut-être, Camille, tu peux remettre le lien pour le sondage. Et encore une fois, le code, c'est Credo. Le temps. Solopreneur avec pigiste, les coûts, le financement. Le temps semble un gros déterminant. Donc, ce qu'on a ici, c'est un sondage où est-ce qu'on va avoir un nuage de mots. Et donc, tous les éléments qui vont beaucoup revenir vont être beaucoup plus gros que les autres éléments. Donc, on voit qu'assez rapidement, la tendance du temps prend le pas, mais on a aussi le manque d'outils d'accompagnement. On ne sait pas par où commencer. Le financement, évidemment, qui va avec financement, coût, l'expertise. Ah, les ressources sont à égalité maintenant avec le temps, le financement. Si vous êtes au début du sondage et que vous rentrez dedans, vous pouvez soit mettre les mêmes mots ou vous pouvez mettre des choses différentes. Ah, on voit que le temps reprend un petit peu le pas sur les ressources et le financement. Ah, la réticence au changement. Oui, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Manque de vision commune. Absolument. Est-ce que vous m'entendez en double? Parce que moi, je m'entends en simple.
Alors, Luce, je vous entends en simple. Tout va très bien. Il n'y a pas d'écho ni de réverbération. Je ne sais pas pour les autres. Agent, qu'en penses-tu? De mon côté, tout va bien aussi. Tout va bien, Parfait, tout est simple, tout est tout cool. parfait, excellent. Donc, je pense qu'on commence à avoir une certaine stabilité dans le sondage. Donc, on voit que vraiment, sans grande surprise, c'est le temps qui est vraiment un frein à l'intégration de la RSE dans son entreprise, mais suivi du financement et des ressources. Et c'est quelque chose, évidemment, qui va dans le même sens que les recherches qu'on a fait dans le rapport qu'on a fait avec l'IDQ. Qui va sortir en décembre. Donc, à moins qu'il y ait des gens qui veulent encore peut-être ajouter leur grain de sel, on va peut-être passer au prochain sondage où est-ce qu'on va regarder plutôt quels sont les leviers qui permettraient ou qui faciliteraient l'intégration de l'impact dans votre entreprise, de l'impact et de la responsabilité sociale, évidemment. Un comité leader, des subventions, tout à fait, un accompagnement. Accompagnement vient de prendre le pas. Ah, l'accompagnement prend plus d'importance que le financement ou les subventions. L'engagement du CA, tout à fait, l'engagement de la direction, la mobilisation de l'équipe, le feedback positif, d'avoir une boîte à outils, tout à fait, tous des éléments très importants. Mais c'est toujours l'accompagnement qui semble prendre le pas. Il y a le mot mobilisation aussi qui ressort, mobilisation et mobilisation de l'équipe. Et ça va beaucoup avec l'accompagnement, en fait, parce que pour être accompagné, bien, on doit vouloir avoir une forte volonté et donc être mobilisé. L'engagement de la direction, très important, tout à fait. Avoir plus d'exemples, oui, tout à fait, c'est toujours inspirant de pouvoir, de pouvoir regarder ce que d'autres peuvent faire. Ça peut inspirer pour nos propres processus. L'engagement de la direction, donc l'accompagnement, je pense que c'est vraiment la chose qui semble la plus importante, suivie de l'engagement de la direction, de la mobilisation à égalité avec subvention, donc des ressources financières pour l'intégration. Je pense qu'on s'est un petit peu stabilisé sur ça. Engagement de la direction et mobilisation, maintenant un peu plus important que subvention. Super. Merci beaucoup, tout le monde. On est une quarantaine maintenant dans l'audience. Puis merci infiniment. Je pense qu'on a quand même une bonne idée de ce qui peut vous freiner, puis de ce qui peut constituer un levier d'action. Et sur ce, comme sans doute j'ai déjà vu quelques questions qui sont dans le chat et que vous en avez sans doute plein d'autres, on va peut-être passer à la section du dialogue. Donc, je suis là ainsi que Camille pour répondre à vos questions. Donc, si ça te va, Jean, on peut peut-être passer à cette partie du webinaire. Oui, tout à fait. Alors, je vous rappelle, merci Luce, c'est vraiment là, super présentation. Je vous invite toujours à poser vos questions dans le chat que je traduirai pour Luce. Écoute, pour amorcer, oui, il y a 2 questions. J'en pose une pour amorcer, puis peut-être laisser le temps à d'autres là, d'indiquer leurs questions. Je t'écoutais parler, puis après la COVID, après avoir... Tu sais, on sort ou on est en sortie d'une période difficile pour les entrepreneurs, pour tous les entrepreneurs en fait, qui ont vu à leur résilience mise à mal, donc la capacité, pas mise à mal, mais en tout cas, où elle a été testée, disons ça comme ça. Suite à cette période-là, puis
qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui veut commencer à dire là, écoute, là, faut que je vois ça autrement. La COVID m'a appris des choses et là, je veux. Mais là, je commence par où? Qu'est-ce que tu suggères à une entreprise qui te pose cette question-là? Mmh. Ben, je pense que ça dépend qui vient me voir, si dans le sens si c'est quelqu'un qui est un employé ou qui fait partie des gestionnaires ou si c'est un dirigeant d'entreprise, parce qu'évidemment, ça va être des processus quand même assez différents de où est-ce qu'on se trouve dans l'organigramme d'une organisation. Mais moi, je commencerais par essayer de me dégager un peu de temps. Puis je sais que ça peut sembler contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a moins d'employés, plus de demandes et de complexité, tout ça. Mais pour moi, le plus important, c'est d'essayer de se dégager du temps dans l'objectif de se dégager plus d'espace mental. Parce que là, on est vraiment dans une situation, comme j'ai dit au début, vraiment VUCA, donc volatile, complexe, incertaine, etc., etc. Puis dans ces moments-là, le plus important, puis ça c'est vraiment à mon avis, puis dans mes propres expériences et pratiques, c'est d'essayer de s'ancrer dans le moment présent. Et donc ça demande vraiment de se dégager un espace mental de calme. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la première étape, c'est de se dégager un espace mental de calme parce que si on essaie d'agir de façon réactive en se disant « Ah, mon compétiteur fait ci, puis là, il y a telle chose », je veux dire, à mon avis, c'est pas stratégique puis c'est pas la meilleure façon d'avancer. Donc, dans un premier temps, c'est de se dégager du temps, puis ensuite, peut-être, on aimait tantôt dans les leviers, l'accompagnement, c'est d'être accompagné par, tu sais, ça peut être un accompagnement d'un groupe conseil comme nous, mais ça peut être aussi des gens qu'on connaît de notre entourage, ça peut être des gens qu'on a peut-être considérés comme étant des compétiteurs, mais qui peuvent devenir des collaborateurs. Ça peut être sa chambre de commerce. Il y a plein de ressources desquelles on peut être accompagné dans une démarche. Mais je pense que l'idée, c'est si on voit vraiment qu'il y a une urgence d'agir ou une raison d'agir, premièrement, se dégager du temps, de l'espace mental, puis ensuite être accompagné dans une démarche avec des objectifs stratégiques. Parce que l'important, c'est d'aller un petit peu plus loin que « Ah, faudrait que je fasse quelque chose », mais de se dire « OK, si c'est important, je vais dégager des ressources, je vais dégager du temps pour aller vers cet objectif-là. » Puis enfin, ce que je dirais, c'est qu'il faut essayer d'y aller vraiment de façon incrémentale, surtout si c'est quelque chose de super nouveau. Donc, s'il y a vraiment aucune pratique dans l'organisation au niveau responsabilité sociale, c'est vraiment d'y aller avec des petits pas. Donc, de se dire, OK, qu'est-ce qui est atteignable? C'est quoi le low-hanging fruit pour moi maintenant? Puis, qu'est-ce que je peux prévoir dans 6 mois? Qu'est-ce que je peux prévoir l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel à chaque entreprise. Donc, puis qui doit vraiment être basé, je pense, sur une réflexion et aussi sur un dialogue avec, en premier, ses parties prenantes internes et éventuellement ses parties prenantes externes aussi. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions qui ont été posées là, par nos participants, participantes. Alors, une première question de Lorraine. Bonjour, je suis en démarrage d'entreprise qui confectionne des aliments faits à partir d'ingrédients frais et biologiques. Comment puis-je intégrer la RSE dans mon entreprise? Donc, un côté plus pratique à ce qu'on vient de discuter là, pour elle. Oui, absolument. Ben, déjà, je pense que dans la raison d'être même de l'entreprise, je pense qu'on est vraiment dans une raison d'être assez en haut de la pyramide. Je pense que l'idée là-dedans, c'est d'essayer de voir, ben, par exemple, j'ai aucune idée du nombre d'employés que vous avez. J'imagine que les produits sont locaux, mais dans ce cas-ci très particulier, je pense que je regarderais peut-être la chaîne d'approvisionnement. Donc, est-ce que c'est des aliments qui sont locaux? Est-ce que c'est des aliments biologiques, mais qui proviennent de l'international? J'aurais tendance à regarder aussi au niveau de l'emballage. Est-ce que c'est un emballage qui est compostable, qui est recyclable, qui est consigné? Donc, il y a des impacts aussi qui peuvent se trouver à ce niveau-là. Et enfin, dépendant encore une fois du modèle d'affaires, du nombre d'employés, j'aurais tendance à regarder du côté de la sphère bien-être des employés. Donc, est-ce que c'est un milieu de travail qui est empathique ou est-ce que les gens se sentent bien? Est-ce qu'il y a des pratiques supplémentaires qu'on peut faire pour le bien-être, etc. J'essaie de penser à d'autres choses, mais c'est un petit peu ce qui me vient là, sans avoir plus de détails. Non, c'est correct. Je pense qu'il y a peut-être le côté approvisionnement aussi qui peut être regardé de ce côté-là. Alors, Lorraine, si ça répond à la question ou s'il y a des demandes de précision supplémentaires, je t'invite à les faire dans le chat sans problème.
On va s'assurer que, juste peut-être un coucou là, pour dire si ça a bien répondu ou si tu as besoin d'informations. Mais en attendant, on va passer à la question de Marianne. Vous parlez de 3 piliers du développement durable, le social, l'environnement, l'économique. Il y a Mhm. pourtant 4 piliers indissociables. Vous oubliez la culture. C'est une bonne question ça. Comment on... la question, c'est est-ce qu'il y a une raison à cela? Je vais y aller comme ça. Oui. Ben, vraiment, c'est des approches méthodologiques et conceptuelles qui sont différentes. Donc, il y a des gens qui incluent la culture. Je dirais que dans la vaste majorité des cas, c'est les 3 dimensions que j'ai nommées là, qui sont normalement incluses, disons, dans la littérature, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui militent en faveur que la culture soit le 4e pilier. C'est quelque chose, évidemment, encore une fois, comme je l'ai mentionné au début, la RSE, la définition de la RSE, il y en a des centaines. Donc, si c'est quelque chose qui fait du sens pour notre organisme, notre organisation, bien évidemment que la culture peut constituer le 4e pilier. Mais disons que, en tout cas, dans mon passé, disons, en sciences, je dirais que l'écrasante majorité des écrits scientifiques, c'est vraiment sur les 3 dimensions que j'ai nommées. Oui, effectivement. Puis parfois même, on voit la gouvernance aussi qui sort du lot un petit peu. Le BNQ fait référence au transversal en plus des 3 autres. Fait effectivement, il y a peut-être une option si ça nous fait. Faut pas oublier les 3 importants. Je parle toujours d'un tabouret quand je parle de ça. C'est comme à 3 pattes. Mais il faut s'assurer qu'on soit ajusté. Alors, on a Lorraine dans le chat qui est en train de nous parler d'emballage éco-conçu. Ça, effectivement, c'est toute une belle réflexion par rapport à sa responsabilité en tant qu'entreprise. Fait que peut-être en quelques mots, Luce, juste pour le bénéfice des autres aussi, qu'est-ce que l'éco-conception? Oui, ben l'éco-conception, c'est une pratique de design ou de conception d'objets où est-ce qu'on prend vraiment les impacts sur tout le cycle de vie. Donc, normalement, dans une approche d'analyse de cycle de vie, donc ACV. L'ACV, normalement, c'est une méthodologie, une approche qui regarde un peu plus les impacts environnementaux, mais moi, j'avais travaillé beaucoup au développement méthodologique de l'analyse sociale du cycle de vie, donc on peut aussi prendre en compte les impacts sociaux sur tout le cycle de vie. Mais si on revient à l'éco-conception, on est vraiment dans une dimension environnementale, puis l'idée, c'est de regarder, puis c'est toujours par comparaison, donc on peut pas dire un emballage est écologique. Un emballage écologique, ça n'existe pas. C'est pas possible. Le seul produit écologique, c'est le produit qui n'existe pas. OK, on va se le dire. Donc, on peut dire que c'est plus éco-responsable, que c'est éco-conçu, etc. Mais un produit écologique, c'est vraiment quelque chose, c'est un terme, je dirais, à éviter. Oui. Donc, les emballages éco-conçus, c'est vraiment de regarder pour la fonctionnalité de notre, dans ce cas-ci, c'est des aliments, pour la fonctionnalité de notre aliment pour lequel on doit avoir un contenant, mettons que c'est une purée de fruits, c'est de se dire, OK, bon, ben, c'est quoi les fonctions, les critères, mettons, sanitaires, d'emballage, de marketing, etc., que j'ai vraiment besoin d'avoir. Et à ce moment-là, c'est quoi les choix qui s'offrent à moi? Est-ce que c'est du verre? Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que c'est du Tetra Pak? Etc., etc. Puis là, c'est dans une approche ACV de regarder tous les impacts de ces emballages-là sur tout le cycle de vie et de se dire, après ça, bon, avec ce que je suis capable de payer là, au niveau de l'approvisionnement, quel est le meilleur choix que moi, je suis capable de faire en tant qu'entreprise avec petite entreprise qui fait Avec du ses local. propres limites, voilà. Exactement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'avoir des comparables et de faire le meilleur choix possible selon ce qu'on est capable de faire à ce moment-ci, puis de se dire d'être capable de progresser dans le temps. On a reçu une autre question de Michel. Le dilemme de la poule et de l'œuf. On a plus d'impact en accompagnant des entreprises déjà vertueuses à aller plus loin ou en travaillant avec des industries plus polluantes, avec plus d'impact négatif pour changer leur façon de faire. Tu sais, la poule ou l'œuf, là. Salut Luce. C'est bon comme question. On se pose souvent cette question, je pense. Ouais. Oui, puis d'ailleurs, Michele a déjà travaillé chez Credo. Donc Michele, ok, excusez. Ouais, Merci. Puis, ben, en fait, je répondrais en parlant vraiment de notre point de vue chez Credo. Nous, en fait, on fait ce qu'on appelle une évaluation de la maturité des entreprises avec lesquelles on considère de travailler. Nous, comme on est vraiment Impact First, l'idée, c'est d'essayer d'éviter le impact washing, le greenwashing, le ODD washing,
tous les washings. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler avec des entreprises qui sont quand même à un certain seuil. Et ce seuil-là, c'est vraiment déterminé à la fois par l'engagement et la maturité de l'entreprise sur, je dirais, la trajectoire de l'impact, la volonté aussi d'avancer, c'est super important, mais aussi les risques, parce que ça peut être vraiment très risqué dans certains cas pour nous de travailler avec certaines entreprises. Et à ce moment-là, on préfère faire le choix de focusser sur d'autres clients. Donc, je dirais, c'est pas tellement l'industrie, c'est pas tellement le taux de la quantité de pollution que le client peut générer, mais c'est plutôt cet ensemble, cette matrice-là, disons, de maturité sur laquelle nous, du moins, on se base pour qualifier nos clients. Merci de la question, Michele. Merci. Puis encore une fois, désolé, Michele, pour la prononciation, mais voilà. C'est bien correct. À l'écrit, ça paraît pas. Alors, oui, effectivement, la question d'accompagnement semble être quelque chose qui est super important pour les organisations. Et puis, le volet aussi on a parlé d'être accompagné soit par des firmes ou par des gens ou par... mais quand on parle du B Corp, par exemple, sur lequel tu as parlé tout à l'heure, là, on ne parle plus du même type d'accompagnement. Il faut aller plus loin que simplement parler aux voisins ou pas nécessairement. Ou parle-nous de ça un petit peu. Ouais. Oui, bien, l'accompagnement B Corp, c'est une de nos lignes de service, évidemment, chez Credo, parce qu'on a beaucoup d'expérience de le faire nous-mêmes, mais aussi on accompagne des clients là, depuis quelques années sur cette certification-là. L'idée du B Corp, dans le fond, c'est une fois qu'on a eu notre intention d'avoir plus d'impact, qu'on a fait peut-être un benchmark aussi de toutes les différentes approches qui sont disponibles, parce que comme je l'ai mentionné tantôt, il y a plein d'outils, d'approches, de cadres dans lesquels on peut s'insérer et qu'on a vraiment fait le choix de B Corp, donc pour plein de raisons, notamment ce qui est super intéressant, c'est de faire partie d'un écosystème, donc à la fois local, mais aussi à l'international, où est-ce qu'il y a énormément de pratiques qui sont partagées, énormément d'écrits, tout ça. Donc, tu sais, c'est vraiment comme un choix d'aller vers le B Corp. Puis l'idée, dans le fond, c'est que nous, on accompagne les entreprises à aller vers obtenir leur première bonne note. Et donc, on va vraiment étape par étape, donc step by step, on va vraiment accompagner les gens à regarder l'ensemble de tous les critères B Corp, toutes les dimensions, regarder leurs pratiques actuelles aussi, donc où est-ce qu'ils peuvent peut-être se situer, puis après ça, de travailler vraiment avec eux au niveau du questionnaire, là, donc de façon très, donc le BIA qu'on parlait tantôt, puis vraiment les accompagner jusqu'à temps qu'ils puissent avoir leur première note. Évidemment, on veut que ça soit un succès. Et par la suite, après cette première itération-là, bien, l'idée, c'est que 3 ans plus tard, il y a quand même une recertification qui doit se faire, et ce, à tous les 3 ans. Puis, B Corp exige qu'il y ait une amélioration dans toutes les dimensions à tous les 3 ans, donc à chaque recertification. Donc, l'accompagnement recommence, disons, au jour +1 après avoir eu sa première certification, parce qu'après, il faut commencer à implanter des mesures d'amélioration continue, puis il faut essayer de se projeter dans le futur pour voir comment est-ce qu'on veut s'améliorer, quel taux, sur quelle dimension, quels indicateurs, etc., etc. D'accord. Alors, je vous invite à tous ceux et celles qui ont peut-être des questions plus pratiques aussi, ne vous gênez pas, on est là pour vous autres. Alors, ne vous en fait, c'est ça, gênez-vous pas à mettre vos questions dans le chat. Martine nous demandait s'il y a de l'accompagnement pour les OBNL. Tantôt, on a parlé du privé, effectivement, mais OBNL, coop, ce genre de choses-là, c'est les entreprises plus collaboratives. Qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là? Il y a quand même pas mal de ressources au sein du chantier de l'économie sociale, je dirais. Je pense qu'on peut s'adresser. En fait, il y a des OBNL qui font de l'accompagnement des OBNL. Il y a des coops aussi qui le font. Évidemment, c'est pas nécessairement dans un écosystème B Corp. Donc, il y a pas, à ma connaissance, du moins, il n'y a pas d'équivalent B Corp pour les OBNL à ce niveau-là. Donc, mais il y a différents organismes, dont Credo, qui peuvent accompagner, évidemment, et on le fait déjà, les OBNL vers plus d'impact, et aussi l'inclusion de peut-être la transformation ou
revoir un petit peu leur raison d'être. Parce que normalement, dans les OBNL et les coops, dans la mission même de l'entreprise, on s'adresse à des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, l'idée, c'est d'avoir une meilleure planification stratégique, une meilleure idée de son rôle d'impact, une meilleure idée de sa place dans l'écosystème. Donc, on a toutes sortes d'outils, comme par exemple le Impact Gap qu'on utilise souvent, les théories du changement. Il y a différentes approches qui peuvent être faites pour les OBNL. Donc, on passe vraiment à ça, je pense qu'on se rend bien compte, puis je me fais un porte-parole un peu, là, mais je pense que la fameuse, il y a des publicités maintenant là-dessus, la fameuse charge mentale, ça devient quelque chose d'important. Il faut être capable de se dégager, comme chaque personne présente aujourd'hui, on est maintenant 37, là, mais prennent le temps de se dégager un petit peu pour venir. Je pense que se réseauter par rapport à ça, c'est important aussi. Oui. Martine posait la question, que pensez-vous de Recycle Québec? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Martine? En fait, comme on sait que B Corp est seulement pour les entreprises, donc tout ce qui était touché au BNL, c'était difficile d'avoir une certification. J'ai Isabelle Saint-Jacques, Isabelle, dans le clavardage qui a marqué adhère ou adhérer.ca. Merci, je vais regarder ça. En fait, c'est toujours en mode accompagnement, mais je pensais à Recycle Québec aussi, qui est une certaine certification qui est plus axée sur l'environnement, mais qui au final apporte des idées au niveau de l'achat local, donc tout ce qui est aussi de l'économie locale, de l'implication locale. Je voulais avoir juste votre point de vue à ce niveau-là. Je pense que par exemple, la certification ici on recycle et tout ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment utile. Encore une fois, ça dépend vraiment des activités de l'organisme ou de l'organisation. Je pense que l'idée, c'est est-ce que c'est stratégique pour moi d'aller chercher une certification? Est-ce que auprès de mes clients ou de mes parties prenantes, ça a une valeur? Est-ce que ça va m'aider à améliorer mes pratiques, etc., etc.? On peut penser aussi à d'autres approches, comme par exemple, il y a des gens qui font beaucoup d'événements, mais qui vont pas nécessairement aller chercher, par exemple, le CQR, qui a une norme pour les événements éco-responsables. Donc, ils vont dire, OK, on va s'inspirer de ces pratiques-là, mais on va pas nécessairement aller chercher la certification. Donc, je pense que l'idée, c'est de se dire, est-ce que c'est fondamental vraiment à ma réputation, à l'amélioration des pratiques, à l'engagement de mes employés envers, parce que c'est quelque chose qui peut générer beaucoup d'engagement. De se dire, OK, team, on se met ensemble, puis on va aller chercher la certification. C'est quelque chose qui peut être vraiment mobilisant. Et en même temps, j'aurais tendance à dire, dépendant des cas, ça peut être démobilisant quand on cherche à aller chercher trop de certifications, puis que c'est comme, oh non, encore une chose qu'il faut aller chercher. Donc, je dirais, ça prend vraiment un équilibre entre est-ce que c'est stratégique, puis est-ce que c'est comme trop de charge mentale, justement, on revient à la charge mentale pour l'équipe à ce moment-là. Merci pour plein de personnes là, partagent des liens en lien avec des organismes et qui peuvent aider. Je pense que c'est super pertinent dans une discussion ouverte comme on fait là, on se rassemble, d'échanger beaucoup d'informations. Il y a M. Guillobel, je crois, tantôt, qui parlait effectivement, l'acteur de changement, de procéder à une introspection. On n'est pas en train de se regarder comme personne, mais comme entreprise, de se regarder le nombril un petit peu, puis de voir un peu comment on veut se développer, comment on veut voir notre stratégie d'affaires, où on se place. Puis je pense si je peux me permettre, je pense qu'un des bons moments, lorsqu'on a à faire notre planification stratégique, c'est aussi un moment où là, on peut se poser ces questions-là, puis se dire où je m'en vais. Est-ce que ça fait partie de ma stratégie d'organisation? Et là, ça aide peut-être à identifier un petit peu par où commencer ce qu'on a à faire. Donc, je pense que pour le moment, les questions sont pas mal taries, à moins que d'autres personnes veulent en poser maintenant. Michael, tantôt, je pense que j'ai vu ton nom repasser. Ah oui, comment faire comprendre à des gestionnaires? Oui, vas-y, tu peux la poser directement. Là. Ouais. Oui, vas-y. Ma question portait justement sur, on a affaire souvent avec des clients ou des gestionnaires qui soupçonnent qu'il y a quelque chose à faire dans les RSE, ne sont pas trop sûrs qu'est-ce que c'est, ils ont entendu que c'est important, mais à la fin de la journée, c'est le bottom line qui est quand même important. On fait un projet RSE Impact, c'est super. Mais comment on fait pour faire comprendre à ces gestionnaires que parfois,
la notion de win-win, on fait du bien pour la société, puis on fait du bien pour l'entreprise, ben, ça ne marche pas tout le temps, puis on devrait toujours choisir comme des solutions qu'on appelle impact first. C'est comment on fait pour les amener plus loin. Oui, pour les amener plus loin. C'est une super bonne question, puis j'aurais tendance à dire, je vais sortir mon chapeau de coach. Je pense que l'idée, c'est plutôt de poser des questions. C'est pas d'essayer de leur faire, tu sais, d'amener quelque chose vers eux, mais c'est plutôt de leur poser des questions. Tu sais, ben, OK, c'est quoi pour toi l'impact? Comment est-ce que tu pourrais intégrer ça dans ton entreprise? Puis surtout, plus profondément que ça, parce qu'on a parlé tantôt un tout petit mini peu, là, puis je voudrais ouvrir cette boîte-là, tu sais, de conscience et de valeur. Je pense que l'idée, c'est d'aller vraiment de plus en plus vers le personnel, parce que souvent, ce qui empêche les gens d'aller vers plus d'impact, souvent, c'est la peur. Ça peut être la peur par rapport à l'inertie institutionnelle, ça peut être la peur des autres, ça peut être la peur d'être vu comme quelqu'un qui est différent, puis de ne pas faire partie du groupe, des choses comme ça. Puis je pense que ça vaut la peine en tant que conseiller ou en tant que personne qui accompagne, c'est d'avoir des compétences justement en coaching puis d'aide à l'introspection. Parce que moi, ce que je remarque beaucoup dans les 10-15 dernières années, c'est qu'on s'empêche nous-mêmes, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Puis souvent, quand on veut être accompagné, ben, l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je peux bâtir mon autonomisation de l'intérieur? Puis l'idée d'un accompagnant ou d'un coach, c'est d'aller chercher ces ressources-là ou d'essayer de baliser ces ressources-là avec la personne. Donc, moi, je pose beaucoup de questions à mes clients et surtout, j'écoute leurs réponses. Puis l'idée, c'est encore une fois, c'est l'espace. C'est de dire, je pose une question, j'ouvre un espace avec toi, un espace collaboratif où est-ce qu'on est capable de réfléchir et d'explorer ensemble à c'est quoi les next steps. Évidemment, ben, en premier lieu, la personne doit être ce qu'on appelle coachable. Donc, ça doit être quelqu'un qui est déjà ouvert d'esprit, qui est ouvert à ce genre de dialogue-là. Mais je pense que c'est ça. Par rapport à la question que tu as posée, j'aurais envie de dire à l'opposé, c'est pas tellement de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, mais c'est plutôt quel espace de dialogue on peut ouvrir, puis comment est-ce qu'on peut aider la personne à trouver elle-même ses propres solutions. Je pense que c'est de coach à coach, je crois que je ne peux qu'approuver. Donc, effectivement, Merci je pense que beaucoup. dans l'accompagnement, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on est, comme entrepreneur aussi, souvent on fait face et on reste focusé sur les chiffres ou les façons de faire ou la compétition, l'avantage concurrentiel, mais je dis toujours que l'avantage concurrentiel, sa problématique, c'est que la Terre est ronde. Un jour, il faut aller plus loin parce que ça devient plus concurrentiel. Mais je crois que l'importance de la personne, de la conscience, prend beaucoup plus d'impact maintenant et prend beaucoup plus de place pour aider à justement vaincre ses propres paradigmes, des fois, qui nous empêchent d'aller chercher ces choses-là, d'aller chercher plus loin. Donc, l'enregistrement. Alors, d'autres personnes qui ont des questions peuvent les poser. Donc, je vois l'enregistrement qui va être en rediffusion aussi, le chat. Alors, on est avant 13h, 12h50. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se laisser quelques secondes. 4, 3, 2, 1, adjuger. Juste laisser le temps d'arriver des questions au besoin. Écoute, c'était vraiment intéressant comme présentation. J'espère que les personnes présentes, on est encore 33, je pense que les gens apprécient beaucoup, là, c'est super. Ben alors, Luce, merci beaucoup. Oh! Je suis en pré-démarrage, alors la rencontre me guide bien. Ben, très heureux, CLT04. Je n'ai pas votre prénom, alors très heureux de voir ça. Alors, ben merci tout le monde. Donc, j'aimerais encore prendre la peine maintenant, à la fin, là, si je vois jamais une question popper, on va la prendre. Donc, remercier notre partenaire Cascade. Je ne sais pas si Martine, tu as trouvé la manière de présenter la vidéo. Non? Ah, mais malheureusement, la OK, plateforme ne d'accord. nous le permet pas aujourd'hui, mercredi, OK. peut-être qu'elle a pris congé. Toutefois, néanmoins, cependant, lorsque vous recevrez en fin de journée un courriel via la plateforme Eventbrite dans lequel il y aura le sondage ainsi que le document de présentation, il y aura aussi un petit lien de notre partenaire Cascade. Donc, merci infiniment. Désolée d'ailleurs. Pour ce petit souci technique et je vous invite à trouver votre courriel, pas juste dans votre boîte courriel, mais peut-être dans vos indésirables et pourriels.
Merci Martine. Alors merci encore Luce de ta belle présentation, de ton ouverture. Quelque part, des fois les questions, ça part de tous côtés, mais merci de ta capacité là, à bien nous cerner ça, à nous amener dans cet élément qui est la RSE qui est si important maintenant. Alors, Avec grand puis merci beaucoup à plaisir. Camille aussi qui était là en arrière, hein, qu'on a vu, Télésino qui était loin, Camille Daligo. Télésino, ça dit mon âge un peu, là. Donc, pour la présentation, merci. Grand merci à l'engagement. Toutes les personnes connectées pour votre présence, merci beaucoup d'être là. Puis je vous invite à consulter le site internet d'Evol, evol.ca, ainsi que la page Facebook d'Evol pour la programmation des prochaines formations. Et dans le chat, Martine a déjà partagé quand seront nos prochaines formations. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un très bon dîner, un beau week-end qui s'en vient tranquillement, pas vite. Et du Saguenay, j'ai vu pendant la présentation des flocons de neige. Alors, Oh, l'hiver s'en oh mon vient. Dieu. Les premiers flocons, rien, là, mais tout petit, mais bon, on y échappe pas. Alors, merci tout le monde. Bon dîner et au plaisir. Merci à tout le monde.